Nous allons maintenant aborder la deuxième ou même seconde table ronde, qui, elle, donc, porte sur l'influence de la jurisprudence européenne sur la procédure de sanction. Alors, pour traiter cette question, nous avons donc le plaisir d'avoir 4 personnalités particulièrement au fait de ces questions. Donc, à ma gauche, vous avez Madame Anne-Claire Roux, qui est professeure à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. À ma droite, Madame Baranger, qui est directrice des enquêtes et des contrôles à l'AMF. Et au-dessus va apparaître peut-être. Non, pour l'instant, c'est moi. Qui apparaît Monsieur le conseiller d'État Guyomard, qui est juge à la Cour européenne des droits de l'homme depuis juin 2020, qui est avec nous à distance, mais qui, vous voyez, a une position dominatrice sur nos débats. Et enfin... c'est pas du tout l'objet. Hein. Et enfin, Maître Spinozzi, qui est avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Alors, avant de donner la parole à nos invités, je souhaite tout de même dire quelques mots pour introduire ce sujet par un bref rappel de l'histoire de la Commission des sanctions. Depuis son origine en 1989, Commission des sanctions de la COB. On sait qu'en France, l'évolution législative est souvent le fruit d'événements à fort impact médiatique. Tel est bien le cas dans notre domaine, puisque si on revient donc 34 ans en arrière, on peut évoquer une affaire financière qui défrayait beaucoup la chronique à l'époque, fin 88, à l'occasion d'une offre publique d'achat de Péchinet, leur leader mondial de l'aluminium, sur la société américaine Triangle. Des personnalités des mondes politiques et économiques avaient à l'époque été impliquées et devaient dans les années suivantes être pour certaines condamnées pour délit d'initié à des peines d'emprisonnement pour certaines fermes. C'est dans cette époque que le gouvernement présenta un projet de loi qui allait devenir la loi du 2 août 1989 sur la sécurité et la transparence du marché financier. Il était à cette occasion attribué à la Commission des opérations de bourse un pouvoir de sanction pécuniaire pour réprimer des manquements d'initiés. Le Conseil constitutionnel lui a statué, par décision du 28 juillet 1989, sur la création de ce pouvoir de sanction à une autorité non judiciaire. Et pour écarter le grief selon lequel le pouvoir de sanction était donc réservé à l'autorité judiciaire, le Conseil affirma alors que le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne faisait obstacle à ce qu'une autorité administrative puisse exercer un pouvoir de sanction. C'était donc admettre que le prononcé de sanctions de nature pénale, au moins celles non privatives de liberté, n'était plus l'apanage des juridictions judiciaires. Je rappelle que dans cette même décision, le Conseil jugea que le mode de désignation des membres de la COB était de nature à garantir l'indépendance de la Commission dans l'exercice de ses missions. Enfin, le Conseil a admis dans cette décision une double poursuite pour les mêmes faits, en émettant la réserve que le principe de proportionnalité impliquait qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. On sait que cette jurisprudence demeurait fixée dans le marbre. La suite de nos échanges le montrera. Ce nouveau système répressif fut mis à l'épreuve de la réalité judiciaire et remis en cause dans son fonctionnement, et ce, à travers la mise en application des principes de la Convention européenne des droits de l'homme. Cette mise en cause, à l'époque, je vous le rappelle, pour certains, ou je l'apprends à d'autres, mais bon, en tout cas, je me plais à le dire, fut le fruit du travail de 2 arrêts de la Cour de cassation. En premier lieu, un arrêt du 18 juin 1996 de la Chambre commerciale qui considéra qu'avait été méconnu le droit à un tribunal impartial à l'occasion d'une affaire dans laquelle le président de la COB s'était publiquement prononcé avant que la Commission prononce sous sa présidence une sanction pécuniaire, violation de l'article 6 de la CEDH. Le caractère contestable de la procédure de sanction en vigueur a été nouveau relevé par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en février 1999. Elle a alors jugé que dans un arrêt de cour d'appel annulant une décision de sanction de la COB qui lui était déférée, il était relevé que l'un des membres de la commission,
le rapporteur avait été chargé de procéder à une instruction sur les faits avec le concours des services administratifs. Et donc la Cour a jugé que c'était à bon droit que la Cour d'appel avait décidé qu'il n'aurait pas dû participer au délibéré et que par ce seul motif était justifiée la décision d'annuler la décision de la COB. En résumé, à cette époque, la Cour a jugé que la COB était au regard de la personne poursuivie devant elle un tribunal avec toutes les garanties de procédure qui devaient s'attacher et que la réglementation de l'époque ne respectait pas ces impératifs. Il y avait donc nécessité de scinder les pouvoirs de poursuite, d'instruction et de jugement. Et c'est la procédure avalisée par la loi de 89 était donc à revoir. Et c'est ce qui est intervenu à travers la loi de sécurité financière du 1er août 2003, à l'occasion de laquelle ont été regroupés les pouvoirs de la COB et du Conseil des marchés financiers. On voit d'ailleurs aussi que cette nouvelle organisation, avec une commission des sanctions distincte des autres organes de la MEF, et notamment du président et du collège, a dû être complétée dans les années suivantes. Et ce n'est qu'en 2008, par exemple, qu'il a été prévu, cela a été rappelé tout à l'heure, qu'un représentant de l'autorité de poursuite pourrait participer à l'audience et intervenir oralement. Et c'est aussi uniquement en 2010 que le principe selon lequel les séances de la commission étaient publiques a été reconnu par la loi donc, du 20 octobre 2010. C'est donc une évolution progressive qui a amené la commission dans l'état de droit qui est le sien actuel. Se sont ainsi forgées une procédure, une organisation de la commission garantissant l'indépendance de l'autorité de jugement et la conduite d'une procédure d'instruction, d'une procédure de jugement contradictoire. Il s'est ainsi créé ensuite une jurisprudence sur la portée des droits au cours de l'enquête et de l'instruction, et c'est à partir de là que nos invités vont maintenant réagir. Et je voudrais à ce stade, donc, dans une première partie dans laquelle nous allons essayer de faire un historique, cette fois-ci plus récent, de la commission des sanctions, c'est donc à ce stade que Mme Rouault va maintenant intervenir. Je vous laisse la parole, Madame. Merci, Monsieur le Président. Merci, oui, c'est mieux comme cela. Bonjour à tous. Comme l'a rappelé le président Guerminck tout à l'heure, lors de la création de l'AMF en 2003, le recours individuel de plein droit devant la Cour de Strasbourg avait été consacré quelques années plus tôt, en 1998, et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne venait d'être adoptée en 2000. Du reste, comme vient de le rappeler M. Guérin, l'organisation même de l'autorité, avec une séparation très nette entre les fonctions d'investigation et de poursuite d'un côté et de sanction de l'autre, témoigne de l'influence des garanties procédurales qui sont consacrées au niveau supranational. Le début des années 2000 a également été marqué par l'adoption de textes de droit dérivés, intéressant directement ou indirectement les pouvoirs des autorités de surveillance, avec bien sûr la directive abus de marché en 2003, qui a été remplacée depuis par un règlement en 2014, mais aussi la directive vie privée et communications électroniques de 2002. Cela a donné lieu à un nombre important de questions préjudicielles et de décisions rendues par la Cour de justice venant interpréter ces textes de droit dérivés. Les problématiques actuelles auxquelles la commission des sanctions de l'AMF a été confrontée depuis sa mise en place par l'effet de décisions rendues par la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme peuvent être ordonnées, me semble-t-il, autour de deux axes. D'un côté, l'influence des deux Europes s'est manifestée de façon très directe à travers la problématique du cumul de sanctions et du principe ne bis in idem, qui a conduit à réformer la sanction des abus de marché et qui s'est manifesté plus récemment à propos de la sanction en cas d'obstacle ou d'entrave au contrôle ou aux enquêtes. En dehors de cette question, les principales problématiques auxquelles la commission des sanctions a été confrontée par l'effet de la jurisprudence européenne ont trait à la régularité des investigations et à la recevabilité des preuves figurant au dossier, que ce soit au regard du respect des garanties
procédurales ou processuelles, d'une part, ou des droits substantiels, d'autre part. Alors, sans aucune exhaustivité, à la fois pour éviter l'effet catalogue et pour respecter le temps imparti, je me contenterai d'en prendre quelques exemples. On sait, cela a été rappelé lors de la première table ronde tout à l'heure, que si les droits de la défense ne s'imposent qu'à compter de la notification des griefs, l'enquête doit obéir au principe de loyauté dans la recherche des preuves, en sorte qu'il ne soit pas porté d'atteinte irrémédiable aux droits de la défense qui s'exerceront pleinement ultérieurement. La commission des sanctions admet ainsi que le droit de ne pas s'auto-incriminer s'applique dès le stade de l'enquête, et la Cour de justice de l'Union européenne l'a consacré aussi dans un arrêt du 2 février 2021, rendu à propos du droit italien en matière d'enquête pour abus de marché. Cela soulève évidemment la question de la portée du droit de se taire et de ne pas s'auto-incriminer au regard de l'obligation de coopérer sous peine de sanction. D'autres problématiques sont spécifiques au pouvoir coercitif des enquêteurs, ceux qui s'exercent sur autorisation préalable. En matière d'opérations d'initiés en particulier, s'agissant de comportements qui reposent sur des échanges d'informations par définition secrets, les pouvoirs d'investigation, qu'il s'agisse des droits de visite ou d'accès aux données de connexion, doivent être articulés avec le droit au respect de la vie privée, ainsi bien sûr qu'avec les droits de la défense. C'est la condamnation de la France en 2008 dans l'arrêt Ravon au sujet du régime des visites domiciliaires fiscales qui a conduit à réformer les voies de recours contre l'ordonnance du JLD autorisant les visites domiciliaires de l'AMF. Plus récemment, la jurisprudence de la Cour de justice a conduit à remettre en cause le dispositif relatif à l'accès des enquêteurs aux données de connexion et plus fondamentalement à la conservation de ces données. Nous y reviendrons un peu plus tard. J'en finirai à ce stade par deux remarques complémentaires qui sont deux évidences, mais qui méritent néanmoins, me semble-t-il, d'être rappelées. La première est que ces problématiques, et on l'a bien vu à travers la première table ronde tout à l'heure, ne concernent pas seulement l'autorité des marchés financiers, mais aussi, pour beaucoup d'entre elles, plus largement les pouvoirs d'investigation et de sanction des autorités administratives, notamment dans les domaines douaniers, fiscal ou encore en matière de concurrence. La seconde est que ces problématiques impliquent évidemment de mettre en balance, d'un côté, les impératifs d'efficacité des investigations et de répression des abus de marché, en ce qui concerne l'AMF, et de l'autre, de protection des droits fondamentaux. Tout est donc affaire de point d'équilibre, affaire d'équilibre, et dans cet exercice délicat, les juges nationaux et les juges européens ne parviennent pas toujours au même point d'équilibre. La jurisprudence nationale se situe parfois au-delà et parfois en deçà des exigences européennes. Nous aurons là encore l'occasion d'y revenir. Merci Madame. Nous allons nous tourner maintenant vers Monsieur Guillaumard qui va peut-être nous cadrer un peu plus précisément le rôle, l'office de la CEDH, peut-être aussi par comparaison avec l'office de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, merci, disais-je, Monsieur le Président, et je voulais saluer toutes et tous et vous redire que j'étais désolé de ne pas être parmi vous dans la salle, mais j'ai été retenu à Strasbourg avec la difficulté de faire l'aller-retour finalement dans la journée. Moi aussi, j'ai moins de 5 minutes pour cadrer le propos. Je sais que tout à l'heure, le président Soulard a beaucoup insisté sur la responsabilité partagée entre les juges internes et les juridictions européennes. Je ne peux que m'inscrire dans le prolongement de son intervention. Et je me bornerai à parler de la Convention européenne que la Cour interprète et applique. Je crois que ce qui est important, c'est que chacun, à sa place, veille au plein respect des exigences qui sont attachées au respect des droits posés par la Convention.
Et c'est très important que les autorités nationales, comme nous les appelons dans notre jurisprudence, prennent la pleine mesure de ces exigences. C'est d'abord le législateur ou l'autorité réglementaire quand elle va poser la norme, c'est ensuite ceux qui sont chargés de l'appliquer, de la mettre en œuvre, et puis ce sont les juges internes dont je parlais tout à fait au début de mon intervention, qui ont en réalité la première responsabilité lorsqu'un litige vient devant eux, de vérifier si on a bien respecté les différents droits mis en cause et nécessairement mis en cause lorsque les activités de régulation sont exercées. La commission des sanctions, nous sommes à l'AMF ici, la commission des sanctions joue un rôle clé de ce point de vue-là, parce qu'elle va être le premier acteur finalement de l'enquête jusqu'à la sanction, même s'il y a des distinctions organiques bienvenues, mais c'est le premier acteur qui va réaliser le droit interne, et donc qui va avoir la charge de veiller à ce que cette réalisation du droit interne, cette production d'une situation juridique opposable à une personne morale, se fasse dans le plein respect des exigences de la Convention. Donc je voulais d'abord insister sur la chaîne des responsabilités. Vous avez plaisanté tout à l'heure en disant que j'étais en surplomb, pas du tout. Je pense que c'est un effet d'optique lié à l'écran. La Cour ne se place pas du tout de la sorte. Elle intervient à titre subsidiaire, nous le disons toujours, et maintenant ce principe de subsidiarité est ancré dans le préambule même de la Convention depuis l'entrée en vigueur du protocole 15. Ce sont d'abord les autorités nationales qui sont les garants du respect de la Convention. Donc je voulais vraiment insister là-dessus. Sur les offices ensuite, je crois vraiment qu'il faut que chacun comprenne ce que nous faisons ici à la Cour européenne. Nous ne faisons pas un travail de quatrième instance, nous ne faisons même pas un travail de juge de cassation. Nous faisons simplement une supervision, disons, européenne, à notre tour après l'épuisement des voies de recours internes et à notre place dans le respect des marges d'appréciation et compte tenu de ce que les autorités nationales ont fait ou n'ont pas fait. Et je voudrais vraiment insister, j'ai pendant 25 ans été au Conseil d'État, vous l'avez rappelé, et du coup j'ai appliqué la Convention aussi, et notamment dans des contentieux financiers et économiques. Mais ici, nous le faisons d'une manière tout à fait différente de ce que les juges internes font. Et c'est normal parce que les rôles respectifs des juges internes et de la Cour européenne sont différents. Ici, nous contrôlons la compatibilité avec la Convention des effets produits dans une situation la situation litigieuse. Et en réalité, quand vous êtes acteur ou contrôleur dans l'ordre interne, vous avez des instruments qui sont différents. Par exemple, le juge interne, lui, va faire ça, même peu importe que ce soit le juge judiciaire ou le juge administratif, il va contrôler la conventionnalité d'une situation d'une manière qui s'apparente peu ou prou à un contrôle de légalité. Ici, nous ne faisons pas du tout du contrôle de légalité, nous faisons du contrôle de compatibilité. Et donc, il y a nécessairement un hiatus entre les offices. Mais qui dit hiatus ne veut pas dire incohérence, je dirais plutôt complémentarité. Et tout à l'heure, j'exposerai comment il faut avoir complètement à l'esprit ce que nous faisons ici pour décider dans quelle mesure il faut le recevoir dans l'ordre interne. Alors, il faut le recevoir complètement. Et si on va au-delà de ce que l'exigence minimale posée par la jurisprudence de la Cour impose, il faut le faire en connaissance de cause, c'est-à-dire parce qu'il est toujours loisible aux États d'aller plus loin que ce que la Convention exige, nous ne définissons que des standards minimaux, et puis aussi parce que parfois la boîte à outils est telle que si on, par l'instrument à la disposition d'une autorité nationale, on ne peut pas faire autrement que de maximiser les effets de la Convention, on les maximise. Voilà, donc ça, je crois que c'est un cadrage essentiel à avoir à l'esprit. Je voudrais dire encore deux choses avant de céder la place au prochain orateur. D'abord, sur le spectre de la Convention, la précédente intervenante l'a souligné, plusieurs dispositions peuvent être invoquées. Et ça, c'est très important. Il y a une sorte d'effet presque totem de l'article 6. Mais il ne faut pas croire que l'ensemble des questions de droits humains en matière de régulation économique et financière se réduit à 6, et vous le savez très bien. Il peut y avoir une question de principe de légalité, l'article 7, de prévisibilité dans l'interprétation de la règle. Vous pouvez avoir, ça a été évoqué, le nebis in idem, que nous avons dans l'article 4 du protocole 7. Il y a l'article 8, vous avez parlé des données de connexion. Et c'est très important de savoir qu'indépendamment de la sanction elle-même, de l'équité de la procédure qui a conduit à son prononcé, il peut y avoir dans des phases préalables à la procédure disciplinaire ou simultanées
des questions qui affectent la vie privée, sachant que nous avons reconnu que la vie privée n'était pas seulement la vie privée des personnes physiques, mais aussi celle des personnes morales. Une visite domiciliaire affecte la vie privée d'une société. Voilà, ça c'est une chose aussi qu'il faut avoir à l'esprit, c'est d'avoir la vision panoramique. Et ici, nous avons cette chance d'avoir une convention qui a un spectre très large de droits protégés, qui n'ont pas de hiérarchie entre eux, mais qui sont interdépendants. Les uns doivent être appliqués compte tenu des autres. Ça ne veut pas dire qu'on évite nécessairement les conflits de droit, il faut les trancher alors. Et puis ça ne veut pas dire non plus qu'il y a des effets mécaniques ou des violations par ricochet. Nous sommes toujours, nous, dans des approches qui veillent à éviter toute mécanicité dans le raisonnement. La dernière chose que je voudrais dire, et j'espère que je n'ai pas été trop long, c'est pour faire la transition avec Patrice Spinozzi. Insister sur le rôle des avocats. Je crois, j'ai parlé des autorités nationales, j'ai parlé du rôle respectif de chacun dans la chaîne des responsabilités. L'avocat joue un rôle extrêmement important. Il joue un rôle important d'abord parce que c'est lui qui va porter le litige lorsqu'il y en a un dans l'ordre interne. C'est lui qui va le façonner d'une certaine manière. Et puis, il est très important aussi parce que c'est lui qui, d'une certaine manière, en aidant les personnes qui s'estiment violées dans leurs droits humains, victimes, il va les aider aussi d'une certaine manière à ce que la protection des droits soit effective. Donc j'insiste beaucoup sur le fait que dans l'ensemble des acteurs, l'avocat joue un rôle particulièrement important. Et je terminerai, j'ai parlé du principe de subsidiarité, j'ai évoqué l'épuisement des voies de recours internes, c'est le volet procédural de cette exigence de respect du principe de subsidiarité. Il faut que chacun ait bien à l'esprit qu'avant de venir à la Cour, il faut épuiser les voies de recours internes si elles sont accessibles, disponibles et adéquates. L'épuisement des voies de recours internes, ce n'est pas seulement l'épuisement des instances, c'est aussi l'épuisement des griefs. Autrement dit, pour pouvoir prospérer devant la Cour européenne, un grief doit avoir au moins en substance été porté d'abord devant les juridictions internes afin de les mettre à même de remédier à la violation alléguée. C'est extrêmement important parce qu'il y a ce souci de vérifier qu'à chaque étape, les personnes concernées ont été d'une certaine manière mises à même de se pencher sur la question et d'y apporter la bonne réponse. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop excédé. C'est toujours bizarre, je suis tout seul dans mon bureau avec mes dossiers, donc je ne vois pas du tout si les gens écoutent, dorment ou regardent leur smartphone. J'espère que ça a été assez intéressant pour que cela compense la dématérialisation de mon intervention. Je reviendrai tout à l'heure et je vous écoute avec un grand intérêt en tout cas. Merci. Non, à tout à l'heure, je peux vous assurer qu'il m'a semblé en tout cas que l'auditoire était attentif. Alors, vous avez annoncé Maître Spinozzi, mais ce n'est pas encore son tour. Et nous allons donner maintenant la parole pour parler de l'application pratique de ces droits fondamentaux à Madame Baranger. Merci, Monsieur le Président. Alors, effectivement, ces droits fondamentaux sont vraiment au cœur de la mission et pris en compte dans la mission des enquêteurs et des contrôleurs. Ils sont d'ailleurs inscrits dans la charte de l'enquête et du contrôle. Bien qu'il y ait des différences et des spécificités entre enquête et contrôle, il y a un tronc commun et la prise en compte de ces droits figure dans ce tronc commun. Donc c'est un document très important, la charte, parce qu'elle liste donc les textes qui encadrent la mission de l'AMF et elle décrit aussi le comportement qui est attendu à la fois de la part des personnes que l'on rencontre, mais aussi des enquêteurs et des contrôleurs. Et il est remis donc à chaque personne que l'on rencontre à l'occasion d'une enquête ou d'un contrôle. Donc si je prends l'exemple de l'article 6 de la CEDH, donc relatif au droit à un procès équitable, qui, comme ça a été déjà dit, n'est pas applicable au stade de l'enquête, mais uniquement postérieurement à post-notification de grief. Pour autant, on en applique certains des principes dès les diligences, et en particulier le principe de loyauté est très important et y figure. Donc ça implique évidemment que les diligences soient effectuées sans porter une atteinte irrémédiable aux droits de la défense. Et donc ça implique que lorsque une enquête ou un contrôle est mené, l'enquêteur ou le contrôleur travaille à charge et à décharge. De même, le principe de la contradiction, lui aussi, n'est pas applicable directement, mais on l'anticipe et figure dans la charte. Pour s'assurer de la protection des droits de la défense, la procédure prévoit, et ça faisait partie des grands milestones qu'on a vu tout à l'heure à la première table ronde, prévoit donc l'envoi dans le cadre
d'une enquête de l'aide circonstanciée pour exposer les éléments de droit et de fait qui sont susceptibles d'être reprochés à la personne mise en cause. Et ça se fait de la même façon dans le cadre d'un contrôle. On envoie le rapport de contrôle en vue de recueillir les observations. Et une petite incidente peut-être en réponse à la question tout à l'heure qui a été posée. Pas nécessairement besoin d'un stade de contradictoire supplémentaire pour les contrôles, puisque avant l'envoi même du rapport, nous faisons soit sous forme d'audition, soit sous forme d'entretien, des restitutions très précises des constats, qui est donc une forme de galop d'essai, je dirais, avant l'envoi du rapport de contrôle. Je reviens à mon propos. Donc l'aide circonstanciée, rapport envoyé pour la procédure contradictoire, incluse, je dirais, donc en avance de phase au moment de nos diligences. Et j'ajouterais que cette procédure a quand même un autre avantage qui est tout à fait appréciable, c'est qu'il permet aussi pour le collège, qui doit statuer sur des manquements, de se prononcer et d'avoir la vision de la personne susceptible d'être mise en cause de façon directe et sans le filtre des enquêteurs et des contrôleurs. Donc je pense que c'est aussi un autre avantage tout à fait important. Autre exemple qui a été évoqué aussi tout à l'heure, mais le droit au silence et donc de ne pas s'auto-incriminer est là aussi inclus dans les chartes. Il a d'ailleurs fait l'objet d'un complément récent à l'occasion de la décision de la CJUE de février 2021 qui concernait notre homologue italien, la Consob. Donc cet arrêt est bien venu confirmer que le droit au silence a vocation à s'appliquer à une procédure susceptible d'aboutir à une sanction pénale. Et la charte a été donc mise à jour dès 2021, donc la même année de la sortie de l'arrêt, donc de façon très rapide, pour prendre en compte les apports de cet arrêt. Et la charte cite d'ailleurs un des paragraphes qui ne nous a pas du tout échappé. Je cite: le droit au silence ne saurait justifier tout défaut de coopération avec les autorités compétentes, tel qu'un refus de se présenter à une audition ou des manœuvres dilatoires en vue d'en reporter la tenue. Donc voilà, nous avons tenu compte et inscrit dans cette charte expressément ces mentions. L'autre point, ça a été aussi beaucoup évoqué tout à l'heure, le droit à être jugé dans un délai raisonnable. Donc là aussi, la charte appelle à la nécessité d'agir avec diligence. Et agir avec diligence, bien sûr, ça concerne l'ensemble des parties, ça concerne les enquêteurs et les contrôleurs, mais le plus souvent, je dirais, les personnes que l'on rencontre. Et je dois dire que le degré de coopération des personnes rencontrées sont un facteur extrêmement accélérateur du processus et de réduction des délais. Donc si une coopération est particulièrement bonne, par exemple lorsqu'un émetteur ou une entité régulée est venu à l'AMF présenter des possibles manquements, tout de suite cet élément est bien entendu noté s'il y a eu une enquête ou un contrôle dans le rapport, et le collège en tient bien entendu compte pour décider des suites qui seront portées à ce dossier. Donc soit, le cas échéant, une réduction de quantum, soit même, lorsque la coopération est particulièrement importante et que le souhait de remédiation est bien clair, le choix d'une lettre de suite plutôt même que de notifier des griefs, ça peut tout à fait être une option et qui est d'ailleurs souvent utilisée quand il y a vraiment une très bonne coopération. En revanche, si la coopération est mauvaise, là aussi c'est exposé dans le rapport et le collège en tient compte, par exemple, pour alourdir le quantum de sanctions. Et quand parfois la personne n'a pas bien coopéré et qu'en plus elle se plaint du délai d'enquête, je dois dire que parfois ça déclenche une certaine sévérité de la part du collège. Je terminerai avec l'exemple de l'article 8 de la CEDH sur le respect de la vie privée. Donc là aussi, si ce respect de la vie privée n'est pas opposable en tant que tel aux enquêteurs et aux contrôleurs, on s'efforce d'en tenir compte. Et donc les chartes prévoient explicitement le principe de proportionnalité, notamment dans la collecte des pièces, pour tenir compte de la protection de la vie privée. Et ce point se reflète notamment dans la constitution des dossiers de procédure. C'est vraiment important lorsque, par exemple, une procédure concerne plusieurs personnes différentes et que ces différentes personnes auront accès à un même dossier.
Donc effectivement, on veille dans ces cas-là à être proportionné dans la collecte des éléments et de ne reprendre que les pièces utiles à la poursuite, bien sûr. Et d'ailleurs, je vais un petit peu plus loin, les supports de messagerie qui peuvent être collectés par les enquêteurs, par exemple dans le cadre de visites sur pouvoir propre, sont désormais détruits par l'AMF. Lorsque ces supports de messagerie ont été collectés à l'occasion de visites domiciliaires, ils sont remis à l'occupant des lieux. Donc, de façon très, très claire, on limite en essayant de vraiment tenir compte de cet aspect de respect de la vie privée. Et toutes ces clarifications que j'ai évoquées ont été apportées dans la charte, dans sa version 2021. Merci Madame. À ce stade, Monsieur Guyomard, vous réintervenez. Vous aviez envisagé d'évoquer la notion d'équité globale de la procédure en particulier, je crois. Oui. Alors moi, j'interviens quand vous voulez. Hein. Je peux parler. Non, mais allez-y. Mais après, Maître Spinozzi va parler. Ça sera en façon. Oui, parce que il faut quand même. Si on coupe la parole aux avocats, je ne comprends plus où on est. Hein. Ça ne marche pas, ça. Mais je peux parler maintenant, si vous voulez. Je reparlerai une troisième fois ou non? Je ne me rappelle plus. Oui. Je suis scrupuleusement le déroulé que j'ai sous les yeux. Oui, c'est une bonne manière de dire que je ne l'ai pas sous les yeux. Je voudrais rebondir sur ce que j'ai entendu, parce que j'ai peut-être mal compris, comme je suis à distance. Madame, j'ai cru comprendre que vous disiez que l'article 8 n'était pas opposable aux enquêteurs. Alors, si j'ai bien compris, pouvez-vous en dire plus, s'il vous plaît? Parce que ça m'intéresse beaucoup, cette question. Le respect de la vie privée n'est pas opposable directement aux enquêteurs et aux contrôleurs, mais pour autant, nous en tenons compte. C'est dommage parce que je ne peux même pas vous voir. Oui. Nous en tenons compte au moment de la collecte des pièces qui sont opérées à l'occasion de nos visites, pour justement avoir un usage proportionné et limité autant que faire se peut, pour ne pas par trop empiéter sur ce droit que l'on essaye néanmoins, même s'il ne nous est pas opposable directement, dont on essaye de tenir compte. Oui, je pense que c'est un terme qui est équivoque, opposable. Ce que je comprends dans votre explication, c'est que vous voulez dire que la personne qui fait l'objet de l'enquête ne peut pas invoquer l'article 8 pour refuser toute forme de coopération, si je comprends bien. Ce n'est pas le terme que ici nous... C'est ça, voilà. Ce n'est pas le terme que nous retenons dans notre jurisprudence sur l'opposabilité, qui renvoie à la fois à des questions d'applicabilité et d'invocabilité. Parce que si vous dites que devant la Cour européenne qu'un droit n'est pas opposable, ça veut dire qu'il n'est pas applicable soit rationné personnel, soit rationné matériel. Mais voilà, cette explication-là me semble bienvenue, parce que sinon je me mettais à me dire que je ne comprenais plus rien. Voilà, mais je pense qu'il vaut mieux pas dire opposable comme cela. Et en tout cas, ça n'est pas une cause dans votre cadre juridique. Hein. Si je comprends bien, ça n'est pas un élément qui permet de s'exonérer de toute obligation de coopérer. Ça, j'ai bien compris. Alors, je vais dire un mot quand même du sujet que le conducteur m'avait confié, c'est-à-dire l'équité globale de la procédure. Je crois que c'est extrêmement important d'avoir ça à l'esprit. J'y reviendrai tout à l'heure quand je parlerai de qu'est-ce que notre convention demande de faire ou de ne pas faire au minimum. Nous, il faut comprendre, et je l'ai dit tout à l'heure, nous exerçons un contrôle ex post de facto. Donc c'est toujours un contrôle concret et dans une situation donnée. Et nous n'allons pas vraiment nous poser des questions qui tiennent à la structure des systèmes, même si parfois, dans un cas in concreto, nous constatons une violation dont nous estimons qu'elle a une portée systémique. Et ça, c'est très important, d'avoir l'idée de ce contrôle in concreto. Est-ce que dans le chef du requérant, il y a eu ou non atteinte à un de ses droits protégés? Et de ce point de vue-là, pour l'article 6, puisque c'est cela dont nous parlons aujourd'hui, nous avons une façon de faire lorsque la matière pénale, au sens de la Convention, est regardée comme applicable, qui est de vérifier le contrôle global
de l'équité de la procédure. C'est-à-dire que nous prenons une vision panoramique. Et ça, c'est possible de le faire, parce que nous venons à la fin. Et ça n'est qu'après l'épuisement des voies de recours internes que les gens viennent devant la Cour et disent, bah là, regardez, on a méconnu le droit à l'égalité des armes, par exemple, ou les droits de la défense, des choses comme ça. Mais je voulais insister, là, encore une fois, sur les offices différents. Pour les gens qui sont dans la machine, l'enquêteur, le rapporteur, l'organe qui délibère, à chaque instant, vous devez évaluer au moment où vous intervenez la situation de sorte de ne pas créer quelques situations d'incompatibilité avec les exigences de la Convention. Et donc c'est assez compliqué parce que vous devez à tout moment faire en sorte que rien ne soit incompatible. Et pour autant, nous, à la fin, comme on a la vision panoramique, on peut admettre dans certaines circonstances qu'à un instant T, il y a eu effectivement une lacune, c'est ce que nous appelons une lacune procédurale, mais qu'elle a été compensée à un autre moment. Et par exemple, sur les droits de la défense, c'est tout à fait habituel, mais même sur l'audience. Nous disons qu'il n'y a jamais besoin d'une audience à tous les stades. Et que, par exemple, en appel, il peut y avoir une audience qui va rattraper le défaut d'audience publique en première instance. Mais même en matière pénale, nous n'avons pas nécessairement dans tous les cas une exigence absolue d'audience. Et donc, là où je voulais, ce sur quoi je voulais assister à ce stade, c'était de bien faire comprendre comment nous contrôlons différemment, mais que ça ne doit pas, surtout pas, parce que sinon le système serait contre-productif, la souplesse avec laquelle nous essayons de considérer la situation pour voir si à la fin, globalement, tout compris, il y a eu une incompatibilité ou non. Cette souplesse, ce pragmatisme d'une certaine manière dans la méthode très casuistique, très empirique que nous avons et que nous assumons d'avoir, ne doit pas être contre-productif par rapport au niveau de protection des droits. Autrement dit, il ne faut pas que les acteurs se disent « Ah, c'est pas grave, peut-être que je fais une petite violation maintenant, mais tout à l'heure, ou dans 6 mois, ou à une autre étape, ça sera purgé. » Surtout pas. Donc, il faut avoir à l'esprit comment nous, on fonctionne, mais il ne faut pas que ça rétroagisse comme un laisser-faire des petites choses qui ne seraient pas complètement raccord avec ce que nous exigeons. Et c'est ça le hiatus dont je parlais. Et alors là, c'est un hiatus gagnant-gagnant. Chacun doit s'efforcer d'être en situation de compatibilité à chaque moment où il intervient, et à la fin, nous n'avons pas une approche mécanique ou systématique. Nous sommes, j'espère que nous y parvenons, mais nous sommes toujours soucieux d'éviter tout formalisme excessif. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des formalités qui soient le plus souvent à l'esprit de ceux qui vont mener des procédures intrusives. Voilà. Peut-être ça suffit à ce stade-là, parce que ensuite, je voudrais donner 2-3 exemples dans des jurisprudences de la Cour, et peut-être que c'est bien que je le garde pour ma 3e intervention, Monsieur le Président. Oui, tout à fait. Elle est prévue. Voilà. Donc maintenant, nous allons donner la parole à Maître Spinozzi qui va nous... Oui, mais juste avant, je voulais dire, voilà, il faut bien comprendre que notre façon de procéder, ce n'est pas un blanc-seing pour laisser la possibilité de méconnaître la Convention. Voilà. C'est une technique de contrôle qui nous est propre et qui ne peut pas rétroagir sur l'entière responsabilité de chacun à sa place et au moment où il intervient, de veiller à ne produire aucun effet incompatible avec la Convention. Merci. Merci beaucoup. Alors, Maître Spinozzi va maintenant intervenir pour nous... Vous êtes sûr? Comment... Oui, tout à fait. Vous pouvez même déborder un peu pour nous dire comment... Mais plus personne ne veut parler. Le droit européen. Allez, je sais que vous allez parler en toute liberté. Merci. Alors, c'est amusant que Mathias Guillaumard fasse référence aux avocats, parce que moi, je voulais commencer mon propos en faisant référence aux juges, en fait. Quand on parle de l'influence de la jurisprudence européenne et son intégration en droit interne, on parle nécessairement du juge. Et j'ai été assez marqué d'entendre le Premier président Soulard aujourd'hui tenir un discours qu'on n'aurait pas imaginé il y a 20 ans sur ce qu'est devenu aujourd'hui le rôle du juge en France. Alors le juge suprême, bien sûr, mais d'une façon générale, c'est-à-dire un juge qui n'est plus simplement le serviteur de la loi, l'interprète de la loi, mais bien plus que cela,
son censeur, ou en tout cas son gardien. Et le rôle des libertés fondamentales est à cet égard absolument déterminant. Et il a changé notre droit. Voilà. Nous sommes, on a parlé tout à l'heure du fait que l'AMF avait 20 ans. Eh bien, le juriste, ou en tout cas le juge du XXIe siècle, n'est pas le juge du XXe siècle. Et pour ceux qui, comme moi, ont été formés au XXe siècle, nous avons dû apprendre à reconsidérer le rôle du juge. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que cette intégration des libertés fondamentales a été un traumatisme évident pour notre droit. Et on le voit bien, on dit à quel point la commission des sanctions a été influencée. C'est vrai, quand on reprend du petit diaporama les grandes évolutions, la plupart des grandes évolutions, elles ont été importées précisément du fait de la jurisprudence européenne, qu'il s'agisse de la séparation des autorités de poursuite ou des autorités de jugement. On a évoqué la nécessité de créer un système d'aiguillage pour répondre à la question du non-bis. On s'interroge aujourd'hui sur le fonctionnement des enquêtes, le rôle des droits de la défense, le rôle du secret. Toutes ces choses-là, elles ne viennent pas de nulle part. Toutes ces évolutions majeures de la procédure, d'une façon générale de la régulation, elles ont une source qui est essentiellement la jurisprudence des juridictions européennes et au premier chef de la Cour européenne des droits de l'homme. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en réalité, à mon sens, aujourd'hui, la commission des sanctions de l'AMF, et j'ai entendu aussi le président Soulard dire qu'il s'agit évidemment d'une juridiction. Il y a 20 ans, je ne suis pas du tout certain qu'il était simple d'affirmer qu'une autorité administrative indépendante, telle qu'elle a été créée, était évidemment une juridiction. Et Mathias Guillaumard a insisté sur la subsidiarité du contrôle de la Cour européenne des droits de l'homme, et il a insisté sur le rôle du juge interne comme étant le premier interprète, le premier garant des libertés fondamentales. Eh bien, le premier garant des libertés fondamentales en matière de marché financier, c'est la commission des sanctions de l'AMF. Et donc, il incombe à cette commission, eh bien, évidemment, de s'inscrire dans cette logique plus générale de la mission de juger et de transformer la jurisprudence européenne en du droit national. Et pour ça, il y a un terme qui me semble absolument nécessaire et qui est un peu galvaudé, c'est le dialogue des juges. Et donc la commission des sanctions s'inscrit dans ce dialogue des juges. Et ce dialogue, à mon sens, il a deux directions. C'est un dialogue qui est à la fois vertical et c'est un dialogue qui est aussi horizontal. Le dialogue vertical, c'est quoi? C'est le fait que la commission des sanctions, elle est elle-même soumise à un certain nombre de juridictions internes qui elles-mêmes sont dans l'influence de juridictions suprêmes européennes. Et donc, cela veut dire que nécessairement, quand elle est confrontée à une problématique juridique, la commission des sanctions, elle doit aller chercher et trouver des solutions dans les décisions qui ont pu être rendues par la Cour de cassation, les juridictions européennes ou aujourd'hui le Conseil constitutionnel. Puisque, en réalité, les lieux de création des libertés fondamentales ne sont pas aujourd'hui uniquement européens. Il y a en réalité 3 cours suprêmes qui traitent des libertés fondamentales. La Cour européenne des droits de l'homme, on l'a dit, la Cour de justice de l'Union via la Charte, on l'a dit, et maintenant le Conseil constitutionnel via la QPC et le contentieux constitutionnel. Donc, vivacité de ce dialogue des juges. Alors, quel est le rôle de l'avocat dans tout ça? Puisque c'est quand même de cela dont on a vocation à parler. Le rôle de l'avocat, eh bien, il est, à mon sens, assez déterminant, puisque si le juge dispose, bien sûr, eh bien, c'est l'avocat qui propose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évolution jurisprudentielle sans une proposition faite par un avocat. Alors, c'est plus facile pour moi de le dire, puisque comme je suis avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation, par nature, j'interviens devant des juridictions suprêmes, que ce soit la Cour de cassation, le Conseil d'État ou les juridictions européennes. Donc moi, l'avocat au Conseil, il est au cœur
de ce mécanisme du dialogue et de la possibilité de proposer des avancées. Mais il faut bien voir que ce dialogue des juges, j'ai évoqué le fait qu'il devait être décloisonné, l'outil du décloisonnement du dialogue, c'est l'avocat. Et c'est un outil de décloisonnement à la fois vertical, je l'ai évoqué, et c'est un décloisonnement aussi horizontal. Décloisonnement horizontal, c'est quoi? C'est le fait qu'aujourd'hui, la jurisprudence qui est rendue dans une matière, pour l'AMF, eh bien, elle a vocation potentiellement à se décliner pour d'autres régulateurs qui vont se retrouver avec des problématiques qui sont des problématiques identiques. On a parlé de l'autorité de la concurrence, et vous étiez là, madame, précisément pour donner le point de vue d'une autorité qui est une autorité sœur, et on voit bien qu'il y a bien un décloisonnement à cet égard, mais on pourrait parler aussi bien de l'ARCEP, du CSA, et donc de toute une série en fait, d'autres autorités administratives indépendantes qui sont confrontées potentiellement aux mêmes problématiques. Et il faut bien voir que les libertés fondamentales, et c'est tout l'intérêt de la chose, par nature, ne prennent pas en considération les cloisonnements qui sont les cloisonnements procéduraux très internes et très français que nous mettons en place. Donc voilà ce que je voulais évoquer. Le rôle de l'avocat, c'est ça, c'est d'être cet agent de liaison en fait entre ces différentes juridictions, d'aller chercher au bénéfice de nos clients là où les libertés sont les mieux protégées et de jouer une mise en concurrence saine des juridictions les unes contre les autres et d'essayer de pousser une juridiction à adopter un standard toujours plus haut. Et je finirai en disant un point qui me semble très important, c'est que ce rôle de l'avocat, il a pour finalité en tout cas d'aller vers une meilleure justice. Moi je crois à titre personnel que plus il y a de contradictoires, plus il y a de droit de la défense, plus il y a de motivation, meilleure la justice est. Mais on n'est pas en opposition. J'étais un peu surpris parce que j'ai entendu lors de la première table ronde où on sentait vraiment qu'il y avait une volonté qui était une volonté d'opposer d'une forme d'un côté les libertés et de l'autre la sécurité ou la répression, l'efficacité de la répression. Je ne crois pas à ça. Je crois qu'en réalité, on avance tous vers une œuvre de justice et les libertés fondamentales font entièrement partie de cette œuvre de justice et qu'il ne s'agit pas d'opposer le droit aux libertés et l'efficacité de la répression. À travers ces interventions, nous avons maintenant eu disons, un panorama très, très large de la mise en application des droits fondamentaux issus de la Convention européenne des droits de l'homme. Maintenant, il ne faut pas se cacher qu'ensuite, cette mise en application peut soulever quelques questions juridiques complexes et quelques applications difficiles. Et donc, je vais céder la parole à Madame Rouault qui va nous donner, je crois, quelques exemples à cet égard. Merci. Deux sujets récents illustrent particulièrement à la fois l'impact opérationnel de la jurisprudence des cours européennes et les problématiques liées à sa réception en droit interne, que ce soit par le juge national ou par le législateur. Le premier, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, c'est celui du cumul de sanctions. La jurisprudence de la Cour de Strasbourg a conduit il y a quelques années à remettre en cause la position de la jurisprudence française qu'a rappelé le président Guérin tout à l'heure, et notamment celle du Conseil constitutionnel qui s'appuyait sur la nature administrative des sanctions prononcées par l'AMF pour neutraliser les critiques liées au possible cumul de poursuites et de sanctions en matière d'abus de marché depuis 1989. Par l'influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative au principe ne bis in idem, et en particulier des arrêts Zolotukhin de 2009 et Grandet-Stevens de 2014, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a fini par accepter de transmettre des questions prioritaires de constitutionnalité et le Conseil constitutionnel, en 2015, a censuré le cumul de sanctions en développant toutefois son propre raisonnement en se fondant sur le principe de nécessité des délits et des peines. Le second sujet sur lequel je m'appesantirai davantage est celui des données de connexion.
ces fameuses métadonnées, c'est-à-dire les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur de moyens de communication électroniques, celles relatives à la source de la connexion, à l'équipement utilisé, adresse IP par exemple, les données de trafic, identification du destinataire, date, durée de la correspondance, et pour les communications effectuées au moyen d'un téléphone mobile, les données de géolocalisation. Bref, toutes ces données périphériques, à l'exception bien sûr du contenu des correspondances. Ces données constituent souvent un élément précieux dans les investigations en matière d'abus de marché, et particulièrement en matière d'opérations d'initiés, lorsqu'il s'agit d'établir le circuit plausible de transmission, de circulation de l'information privilégiée. Or, en un peu moins d'une décennie, la Cour de justice a rendu près d'une dizaine de décisions de grande chambre, renforçant la protection des données de connexion en tant que composante de la vie privée. La Cour souligne que les évolutions technologiques permettent à partir de ces données de tirer des conclusions très précises sur la vie privée des personnes, en sorte que la conservation généralisée de ces données et leur consultation subséquente par les autorités constituent des atteintes graves au droit au respect de la vie privée et doivent être strictement encadrées. Alors, je ne reviendrai pas ici sur la question de l'accès aux données de connexion par les enquêteurs de l'AMF. On sait que les dispositions du Code monétaire et financier ont été réécrites en 2018 à la suite d'une décision du Conseil constitutionnel de 2017 pour soumettre cet accès à l'autorisation préalable d'une autre autorité administrative indépendante, conformément aux exigences du droit de l'Union européenne. Je me concentrerai sur la question de la conservation des données, sur laquelle il y a beaucoup à dire, tant l'actualité est dense. En la matière, la directive vie privée et communications électroniques de 2002 pose un principe, celui de l'effacement ou de l'anonymisation de ces données par les opérateurs de télécommunications. La directive autorise toutefois les États membres, par exception à ce principe, à faire obligation à ces opérateurs de conserver ces données pour une durée limitée afin que les enquêteurs puissent y accéder, par exemple pour les besoins de la lutte contre le terrorisme ou contre la criminalité. Depuis l'arrêt Digital Rights de 2014, la Cour de justice retient, à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, une interprétation extrêmement stricte de cette exception, interprétation qu'elle a confirmée et précisée dans des décisions ultérieures et en particulier dans l'arrêt La Quadrature du Net du 6 octobre 2020. En substance, la Cour opère une hiérarchisation en fonction de l'objectif d'intérêt général poursuivi d'un côté et de la gravité de l'atteinte aux droits fondamentaux de l'autre, gravité qui dépend elle-même du type de données conservées. La lutte contre la criminalité, même grave, pour la Cour de justice, ne saurait justifier la conservation généralisée et indifférenciée de ces données, c'est-à-dire celle de toutes les données de tous les utilisateurs, à titre préventif. Seule la sauvegarde de la sécurité nationale peut justifier une ingérence d'une telle gravité, et encore dans des conditions strictement encadrées. La lutte contre la criminalité grave autorise uniquement la conservation généralisée des adresses IP, une conservation ciblée des données de trafic et de localisation, ciblées en fonction de critères géographiques ou par catégorie de personnes, ou encore, troisièmement, une injonction de conservation rapide permettant d'accéder aux données conservées à partir du moment où elle a été initiée. Alors, l'utilité de ces mesures peut paraître assez limitée en matière d'abus de marché, comme du reste l'ont souligné le Conseil d'État et la Cour de cassation. Quant à la lutte contre la criminalité non grave, elle autorise seulement la conservation généralisée des données relatives à l'identité civile des utilisateurs. Et pour la Cour de justice, l'accès à des données ne peut être justifié que par l'objectif d'intérêt général pour lequel elles ont été conservées en premier lieu, ou éventuellement par un objectif supérieur, en aucun cas par un objectif inférieur.
Alors, dans les arrêts VD et SR et SpaceNet rendus le 20 septembre 2022, la Cour a confirmé sa jurisprudence et dans la décision VD et SR qui intéresse particulièrement les abus de marché, elle a jugé que le règlement MAR ne fonde pas une obligation autonome de conservation des données de connexion. Les données des opérateurs de télécommunications auxquelles les enquêteurs doivent pouvoir accéder en matière d'abus de marché sont uniquement celles qui ont été conservées conformément à la directive de 2002, la directive vie privée et communications électroniques. Ces solutions ont été reçues à leur façon par le Conseil d'État en avril 2021 et par la Cour de cassation dans une série d'arrêts du 12 juillet 2022, puis dans plusieurs arrêts du 10 mai 2023, rendus à la suite de l'arrêt VD et SR. Soucieuses de préserver l'efficacité des investigations, les hautes juridictions françaises, après avoir vainement invité la Cour à infléchir sa position en la matière, ont estimé que la conservation rapide admise par la Cour de justice dans le cadre de la lutte contre la criminalité grave doit permettre de venir puiser dans le lac de données qui ont été conservées aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale. C'est ce que permettent les dispositions du Code des postes et communications électroniques telles que réécrites en 2021 à la suite de l'arrêt du Conseil d'État. Et c'est également ce qu'admet la Chambre criminelle en matière d'abus de marché dans les arrêts de mai 2023 à la suite des arrêts de juillet 2022. Alors, dans quel cas les abus de marché relèvent-ils de la criminalité grave ? Ces solutions sont-elles bien conformes à la jurisprudence de la Cour de justice ? Le concert des juges tient de la polyphonie et soulève de nombreuses questions, mais je crains d'avoir dépassé le temps imparti et je les laisserai donc pour l'instant à l'état de questions. Peut-être qu'à ce stade, vous interviendrez après, peut-être que Maître Spinozzi, qui connaît bien ce dossier, pourrait avoir quelques réactions. J'aurais scrupule à prendre la parole à qui que ce soit. Alors, un mot pour rebondir évidemment sur ce que vous venez de dire, qui illustre, je trouve, très bien ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la question du dialogue des juges et par ailleurs du rôle des avocats pour faire vivre ce dialogue. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait chercher, en réalité, l'avocat va chercher là où les libertés sont le mieux garanties. C'est amusant parce que dans les deux exemples que l'on vient de donner, qui sont deux phénomènes qui se ressemblent, d'un côté avec le ne bis in idem, de l'autre avec les données de connexion, on se retrouve avec une décision d'une Cour suprême européenne qui va avoir un impact considérable sur le droit national de tous les pays d'ailleurs de l'Europe et des juridictions nationales qui sont obligées de se positionner ou en tout cas de trouver des solutions pour pouvoir mettre en œuvre cette décision. Et ce qui est amusant, c'est que dans l'hypothèse du ne bis, ça a été la décision Grande-Stevens, donc c'était une décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Et dans les données de connexion, c'est la décision Télé2, Sferige, qui, elle, est une décision de la Cour de justice de l'Union. Donc on voit bien déjà qu'on est bien avec ces deux décisions, ces deux cours suprêmes qui sont susceptibles de venir apporter des chamboulements importants, premièrement. Alors évidemment, quand vous êtes avocat et que vous voyez ça, vous déclinez. Immédiatement, vous prenez Télé2 Sferige, immédiatement, vous prenez Grande-Stevens et vous le transportez face aux juges internes en disant regardez ce que le juge suprême dit européen, et c'est à vous maintenant de l'appliquer. Et là, vous avez plusieurs possibilités. Vous le faites dans les dossiers qui sont en cours et vous vous retrouvez à avoir une multiplicité de recours parce que d'abord, vous n'êtes pas le seul, tous les avocats font la même chose. Et donc, il y a toute une série de juridictions qui en sont saisies. Et vous allez vous retrouver souvent avec des décisions qui vont être portées devant le juge administratif. Donc, ça va être le Conseil d'État. Vous allez avoir des affaires qui vont être portées devant les juridictions judiciaires, donc la Cour de cassation. Et sur ce point, évidemment, lorsque vous mobilisez les libertés fondamentales dans le cadre d'un contentieux, systématiquement aujourd'hui se pose la question de savoir si vous n'allez pas doubler votre argumentation, qu'elle soit issue de la Convention européenne des droits de l'homme ou de la charte d'une QPC.
Il est certain, et on en a parlé aussi tout à l'heure, que la QPC a été voulue par le constituant comme étant un outil de contrôle interne des libertés fondamentales. Et on pourra parler tout à l'heure sur la question de la temporalité, de l'harmonisation de ces différents contrôles. Et l'intérêt de la QPC, c'est que c'est un outil, et il a été voulu comme tel, extraordinairement efficace. Vous posez une QPC, elle est traitée immédiatement. En 3 mois, elle est potentiellement traitée par la Cour de cassation ou par le Conseil d'État, qui le renvoie. En 3 mois, le Conseil constitutionnel vous donne une réponse. Donc ça veut dire qu'en 6 mois, vous avez une réponse à la question que vous avez posée, ce qui est évidemment totalement exceptionnel. Et donc, ce qui est intéressant là, c'est que si on prend l'exemple des données de connexion, suite à la décision Télé2 Sphérige, il y a eu toute une série d'actions qui ont abouti d'abord à des QPC, qui ont été transmises au Conseil constitutionnel, qui ont abouti à des modifications législatives, avec à chaque fois des modulations dans le temps des effets des décisions pour limiter l'impact qui pouvait intervenir sur les dossiers qui étaient les dossiers en cours, mais aussi un certain nombre de dossiers qui sont remontés et à la Cour de cassation et au Conseil d'État. Et ce qui est intéressant en termes de phénomène, c'est de voir que et la Cour de cassation et le Conseil d'État n'étaient pas du tout d'accord avec la décision de la Cour de justice de l'Union. Et en fait, ils ont manifesté leur désaccord en reposant des questions préjudicielles. Et moi, j'ai le souvenir, puisque j'assistais à l'audience au Conseil d'État, d'ailleurs à la Cour de cassation, où les questions ont été posées, le rapporteur public au Conseil d'État, il défend l'idée selon laquelle le dialogue des juges, ce n'est pas simplement un dialogue descendant. Donc, quand le juge national n'est pas d'accord avec la solution qui a été proposée par la Cour de justice de l'Union européenne, il faut le réinterroger pour manifester son opposition. Donc, les questions préjudicielles qui ont été posées dans ces différentes affaires étaient des questions préjudicielles de résistance. Et dans le dossier qui était le dossier VDSR que vous avez évoqué, dans lequel j'étais, effectivement, la logique était la même. Et ce qui est intéressant, c'est que là, la Cour de justice de l'Union, lorsqu'elle est saisie, elle réaffirme sa jurisprudence. Elle dit, non, je suis d'accord avec moi-même. Et qu'est-ce que fait la Cour de cassation et le Conseil d'État? Ils reprennent à leur compte les réponses qui ont pu être données et ils les réinterprètent de leur manière. Vous avez dit pudiquement, de façon autonome, ou en tout cas, il y a une réappropriation de ces solutions et nécessairement une volonté de limiter, en tout cas, le champ complet des décisions qui avaient été rendues par la Cour de justice de l'Union. Et je vous avouerai qu'il ne faut pas qu'on batte trop notre coulpe là-dessus, parce que toutes les juridictions européennes ont globalement tenté de faire la même chose. Bruxelles a fait la même chose, l'Allemagne a fait la même chose. Donc on voit bien qu'il y a un problème. Ce qui est intéressant, c'est quoi? Et j'en finirai par là. C'est que, ça veut dire que nous, en tant qu'avocats, qu'est-ce qu'on fait? On a fait vivre ces choses-là. C'est-à-dire que c'est nous qui récupérons les décisions et qui portons les contentieux et qui développons les arguments et qui essayons à chaque fois de poser les QPC pour essayer de faire que les choses avancent dans le meilleur sens, premièrement. Et deuxièmement, c'est qu'aujourd'hui, et ça a été assumé, puisque quand il y a eu la décision qui a été rendue par le Conseil d'État suite à la question préjudicielle qui avait été posée et que le retour est intervenu et que le Conseil d'État a rendu la décision, qui est la décision de 2021, qui est relativement limitative, le vice-président du Conseil d'État a assumé en disant « Nous sommes entrés dans un dialogue des juges rugueux. » Voilà. C'est un dialogue rugueux. Voilà. On n'est pas complètement d'accord. On applique, mais de mauvaise grâce et de la manière qui nous semble la plus adéquate. Voilà, c'est le droit vivant, c'est aussi ça, et c'est avec ça que nous devons, défendre au mieux les intérêts de nos clients. Le droit vivant est complexe, vous l'avez démontré tous les deux. Maintenant, on va demander à Madame Baranger comment elle l'applique. Alors, les conséquences très, très pratiques de cette jurisprudence sur nos dossiers, elles sont multiples. J'en évoquerai que deux pour ne pas trop prolonger. Le premier, l'aiguillage, suite au nebis in idem, on l'a dit. Donc, post-Grande Stevens, effectivement, lorsque, ça commence souvent par là, l'AMF entend notifier des griefs, elle ne les notifie pas immédiatement, elle retient sa plume un instant.
et demande au procureur de la République financier s'il entend prendre le dossier, évoquer le dossier, s'il entend donc mettre en cause les personnes en question pour les mêmes faits ou non. Auquel cas, si c'est effectivement une orientation vers le pénal, l'AMF arrête évidemment et ne poursuit pas. Ce délai dans lequel le pénal peut se prononcer au moment de l'aiguillage, c'est un délai de 2 mois. Donc, bien entendu, même si le dossier revient à l'administratif, ce qui est le cas dans l'extrême majorité des dossiers, les dossiers aiguillés à l'initiative de l'AMF, en général, restent à l'AMF. Et ensuite sont envoyés à la commission des sanctions. On a néanmoins ce délai de 2 mois supplémentaire qui est venu donc s'ajouter à la procédure initiale. Concrètement, l'autre aspect, au-delà de l'allongement des délais, l'aiguillage entre AMF et PNF implique de se coordonner beaucoup mieux et de façon plus précise. D'ailleurs, l'AMF peut être amenée à donner, lorsqu'un dossier est orienté au pénal, de donner un avis ou de formuler des observations. Et l'AMF peut, et là c'est une réelle nouveauté, exercer les droits de la partie civile dans le cadre d'une procédure pénale et obtenir à ce titre des dommages et intérêts. Je prendrai un exemple récent. Le 25 mai dernier, la 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris a déclaré une personne physique coupable de manipulation de cours et de blanchiment de ce délit. Ce jugement faisait suite à un signalement de l'AMF. Et cette personne avait été déjà sanctionnée 3 fois par la commission des sanctions avant cette quatrième enquête. Et donc, dans sa décision, le tribunal correctionnel a suivi l'analyse de l'AMF et a prononcé des peines très sévères, une peine de 2 ans de prison et la révocation d'une peine de prison avec sursis de 18 mois qui était antérieure. Il a prononcé également une amende de près de 3 millions d'euros et une confiscation de près de 3 millions d'euros également qui était saisie sur un compte titre. Et le tribunal a également déclaré recevable la constitution de la partie civile de l'AMF qui était présente à l'audience et donc a condamné la personne physique à verser à l'AMF 100 000 euros au titre de la réparation du coût de l'enquête et 1 euro symbolique au titre du préjudice moral. J'ai un autre exemple, là aussi extrêmement récent, d'une situation de manipulation de cours dans le dossier orienté au pénal et auquel l'AMF était présente à l'audience, qui était aussi la semaine dernière. Il y avait une grande actualité la semaine dernière, pour lequel l'AMF s'était aussi portée partie civile et a demandé des dommages et intérêts, en lien avec le fait que l'AMF avait déjà été là aussi poursuivi et sanctionné à plusieurs reprises par l'AMF. Et donc là, pour le coup, nous attendons la décision du tribunal correctionnel. Et puis j'ai donc un dernier cas récent qui, cette fois, n'est pas de manipulation de cours, mais de commercialisation par un conseiller en investissement financier. Là aussi, dossier orienté au pénal pour un aspect. L'AMF était présente à l'audience. C'était aussi la semaine dernière, donc encore une fois, très grande actualité la semaine dernière. Mais cette fois, il n'y a pas eu de demande de dommages et intérêts par l'AMF, la personne étant un primo-délinquant, je dirais. Donc là aussi, nous attendons la décision du tribunal correctionnel. Deuxième exemple, et je m'en arrêterai là, sur de l'impact de ces jurisprudences européennes sur la procédure des enquêtes à l'AMF, donc les FADET, les données de connexion, qui ont été effectivement évoquées à plusieurs reprises. Donc, suite aux décisions de la Cour de justice
On a introduit donc dans notre droit français différentes modifications. En 2018, c'est donc un contrôleur des demandes de données de connexion qui a été introduit. Donc c'est un magistrat indépendant de l'AMF qui se prononce et qui regarde si, sur la base d'une requête qui est très motivée, rédigée par les enquêteurs, il délivre une autorisation s'il estime que c'est strictement nécessaire à l'enquête d'une part, et d'autre part, que les manquements poursuivis peuvent porter gravement atteinte à l'intégrité des marchés financiers et à la confiance des investisseurs. Donc ça, c'était le premier changement en 2018. Un deuxième changement très récent en 2021, avec l'introduction d'une injonction de conservation des données de connexion, cette fois à l'intention des opérateurs téléphoniques, afin de pouvoir donc accéder à ces données. Donc, en conséquence, vous pouvez constater que la procédure a été extrêmement encadrée, renforcée, et qu'elle est donc nécessairement beaucoup plus lourde, puisque maintenant il faut une injonction de conservation des données, une demande au contrôleur des données de connexion qui est extrêmement motivée et une autorisation de ce contrôleur des données de connexion. Et évidemment, l'usage est limité aux cas les plus graves, bien sûr. Donc, l'introduction de toutes ces contraintes supplémentaires, je dirais, sans me prononcer sur leur opportunité, mais c'est un fait. Donc le nouveau processus FADET que j'ai évoqué, tout à l'heure le processus l'aide circonstanciée qui ajoute globalement un délai de 3 mois, l'aiguillage que j'ai évoqué 2 mois, donc nécessairement ça pèse sur les délais d'enquête. Et donc certains, évidemment, s'en plaignent. Non seulement nous-mêmes, à l'instar de ce que disait l'autorité de la concurrence tout à l'heure, nous souhaitons délivrer des réponses le plus rapidement possible au marché. Mais voilà, le fait est, nous devons être conformes et se soumettre à ces contraintes supplémentaires. Mais il est vrai qu'il est quand même de plus en plus difficile de concilier une réponse rapide au marché et en même temps la protection de ces droits qui implique effectivement l'allongement concrètement de ces délais de procédure. Et je dirais que c'est d'autant plus mordant que nous avons des moyens qui sont limités et donc on ne peut pas mettre des moyens supplémentaires pour essayer de réduire ces délais. Donc ça nous oblige très concrètement à être de plus en plus sélectifs, je dirais, dans les dossiers que l'on ouvre. Pour conclure, l'autre point aussi que je voulais évoquer, c'est que c'est quand même pas une position forcément extrêmement facile à tenir, mais c'est vrai que ce sont les enquêteurs et les contrôleurs qui sont en première ligne quand il faut appliquer les nouvelles jurisprudences européennes. C'est eux qui doivent les appliquer au dossier en cours. Et je dois dire que c'est effectivement quelque chose auquel on est effectivement extrêmement attentif. Et donc on essaye, que je l'évoquais tout à l'heure très rapidement, à l'occasion de la décision sur le droit de se taire, on essaye de l'intégrer dans nos processus, y compris dans la charte. Merci madame. Comme de règle, le timing n'est pas respecté. Et donc, nous allons peut-être demander à chacun d'entre vous d'avoir 2 minutes de conclusion. Et je voudrais tout de même commencer par M. Guillaumard qui voulait évoquer devant nous, je crois, la notion de réception par les juges et par le droit interne des jurisprudences européennes. Et les questions qui viennent d'être abordées montrent bien cette difficulté. Enfin, peut-être pouvez-vous clarifier notre pensée sur ces sujets, M. Guillaumard ? Oui, merci Monsieur le Président. Je vais commencer par rebondir sur à la fois quelque chose qui a été dit par Maître Spinozzi et puis par ce qui vient d'être dit par Sophie Baranger. Moi, je suis tout à fait convaincu qu'il ne faut pas, comme Patrice Spinozzi, opposer l'efficacité de la répression au respect des droits. Il n'y a de bonne action publique que dans le respect des droits. Et donc, en réalité, plus on va être respectueux des droits fondamentaux et plus ils seront incorporés dans l'action publique, y compris répressive, et plus elle sera efficace parce que c'est aussi une manière de la légitimer. Mais, et je dis tout de suite, en nuançant un peu tout ça, je comprends très bien ce qui vient d'être dit. Quand sur le terrain, quelqu'un a pris pour point face à un comportement donné,
Un enquêteur, par exemple, doit se dire, tiens, il faut que j'applique en même temps la Constitution, la Charte des droits fondamentaux, la jurisprudence de la Cour européenne, et en même temps, il faut que je recueille des preuves parce que c'est mon boulot. C'est impossible presque de tout faire bien. Et je pense que c'est là où chaque producteur de normes, chaque diffuseur d'exigences doit incorporer aussi, intégrer dans son office la soutenabilité de ce qu'il dit et de ce qu'il demande aux autres de faire. Alors, je crois que pour les juges, que ce soit le juge interne ou le juge européen, c'est extrêmement important d'essayer d'être concret, d'être opérationnel, d'être pragmatique, parce que c'est la meilleure façon d'être écouté, d'être suivi. Je voudrais donner maintenant une illustration sur ce sujet que vous avez évoqué, Monsieur le Président, qui est la réception par le juge interne des exigences posées par notre jurisprudence ici. Je crois, je l'ai dit tout à l'heure, que parce que les offices ne coïncident pas nécessairement, il y a forcément des hiatus. Bien. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais il faut les avoir à l'esprit. J'emploie parfois la notion de surtransposition. C'est-à-dire que par rapport à ce que nous définissons comme standard, parce qu'il faut savoir que les standards ici que nous allons définir dans un cas donné concernant un État doivent pouvoir être appliqués dans 46 systèmes différents, puisqu'il y a 46 États qui ont ratifié la Convention européenne des droits de l'homme, et qu'en dépit des différences de leur système juridique, vu qu'il n'y a pas de double standard, chacun doit respecter de la même manière ce que nous définissons. Alors, cela explique aussi que c'est une sorte de plancher que nous allons déterminer et que, nous le répétons tout le temps, en termes de droits fondamentaux, il n'y a jamais trop de protection. Et que si les États, dans leur système juridique, les juges internes veulent hausser le niveau de protection par rapport au minimum que nous exigeons, c'est tout à fait bienvenu en termes de protection des droits. Mais il faut le faire en connaissance de cause. Je veux dire par là que je crains que parfois il y ait des effets maximisants de notre jurisprudence qui sont passés un peu de manière inconsciente ou non délibérée. Et je vais vous donner un exemple. Il y a un cas récent italien qui est extrêmement illustratif de cela. Alors, le nom est très très long. C'est les éditions de la Société de Rome Coopérative, Edizioni della Roma Societe Cooperativa, je n'ai pas du tout l'accent italien. C'est un arrêt du 10 décembre 2020, un arrêt de chambre. Il est extrêmement intéressant pour montrer en réalité qu'est-ce que nous, au regard de l'article 6, nous demandons aux autorités de régulation. Ici, c'est l'autorité italienne de régulation des télécoms qui est en cause, et je suis d'accord avec Patrice Spinosi pour tout ce qui est crossover d'un champ juridique à un autre. C'est comme ça que les hybridations fertiles se développent. Alors c'est intéressant parce qu'ici, au regard de 6, il y avait 3 griefs qui avaient été invoqués. Il y avait un grief en termes de droit de la défense, un grief en termes d'audience publique et un grief en termes d'indépendance et impartialité surtout. Et sur ces 3 points, dans un premier temps, la Cour européenne dit que les exigences de l'article 6 ne sont pas respectées. Parce que d'abord, sur l'égalité des armes et les droits de la défense, il y avait un rapport qui était à la connaissance de la commission qui avait pris sa décision et pas à la connaissance de la personne poursuivie. Donc ça ne marche pas. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant de comparer avec une affaire que vous connaissez sûrement, Messier contre France, où le grief avait été écarté au regard de l'article 6, parce que les éléments, preuves et les pièces du dossier dont le requérant arguait qu'il manquait au dossier et que cela l'avait placé dans une situation structurellement défavorable, n'avaient pas été regardés par la Cour européenne comme déterminant à ce point qu'ils auraient faussé l'égalité des armes. Donc il y a un a contrario sur Messier contre France. Deuxièmement, l'audience publique. Il n'y avait pas eu d'audience publique. Je l'ai dit tout à l'heure, nous rappelons que
il n'y a pas d'exigence absolue d'audience publique, mais que celle-ci s'impose quand il y a des questions de fait, des questions de preuve, de contestation d'éléments matériels. Et là, c'était le cas. Donc, le défaut d'audience publique ne marche pas. Deuxième méconnaissance de SIS. Troisièmement, c'était une question d'impartialité objective et de non-distinction au sein de l'organe, suffisante en tout cas entre les autorités de poursuite et les autorités de jugement. Vous connaissez ça très bien. Et ça, pour le coup, dans X et Y contre France, que vous connaissez certainement, le système tel qu'il a été organisé pour l'autorité des marchés financiers avec la dualité organique intégrée à l'AMF a été regardé comme compatible par lui-même avec l'article 6. Donc là aussi, je fais un a contrario avec X et Y contre France. Mais je reviens à mon affaire italienne. Là, ça ne marchait pas parce qu'il n'y avait pas suffisamment de garanties de muraille de Chine interne. Donc il y a un triple constat de violation. Mais tout de suite après, que dit la Cour européenne? Elle dit, mais quand nous considérons que l'article 6 s'applique à son volet pénal, ça ne fait pas obstacle à ce que la sanction pénale soit infligée par une autorité administrative. 2, ça ensuite, évidemment, n'exonère pas cette autorité de respecter les obligations attachées au respect de l'article 6. 3, les modalités de respect de ces garanties-là peuvent être adaptées à la configuration qui confie à une autorité administrative le soin de prononcer une sanction dite pénale au sens 2. Et à ce moment-là, notre jurisprudence est constante. Qu'est-ce qu'elle dit? Là, ça ne date pas de cette affaire. Il y avait une affaire italienne où c'était très clair, Menarini Diagnostics contre Italie de 2011, où c'était déjà le cas. On dit, s'il y a un recours judiciaire de pleine juridiction qui permet à la personne qui a été sanctionnée de contester cette sanction devant un juge interne, qui va refaire en droit comme en fait, et dans le respect des garanties posées par l'article 6, la procédure, alors ça va purger les éventuels vices. Et là, c'est ce que la Cour européenne a admis. Le recours ouvert devant le juge interne était considéré comme de pleine juridiction, c'est-à-dire qu'il permettait de revoir complètement, et en fait et en droit, et pas seulement d'exercer un contrôle de légalité externe, et si bien que, quand bien même au stade de la procédure, il y avait eu un triple constat de violation, à la fin, c'est un arrêt de rejet et de non-violation, parce que le juge interne, doté d'une plénitude de juridiction, était intervenu dans le respect des exigences tenant à l'audience, à l'égalité des armes et à l'indépendance et à l'impartialité, bien sûr. Il y a comme un transfert de charge, et ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur le contrôle global de l'équité de la procédure. Maintenant, je terminerai pour vous dire, il se trouve que dans un certain nombre de situations, j'ai parlé de X et Y contre France, les législateurs ou le cadre administratif ont fait en sorte de se mettre d'emblée en situation de compatibilité avec les exigences de SIS. Et c'est ce à quoi la commission des sanctions de l'AMF s'évertue. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Je veux dire que, évidemment, si dès le stade de la procédure de sanction devant une autorité administrative, il y a le plein respect de SIS, c'est le mieux que l'on peut attendre. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas nécessairement ce qui est impliqué par notre jurisprudence. Si on va de ce point de vue-là, jusque-là, si je peux dire, dans le respect de SIS, c'est un choix délibéré. C'est un choix qui présente beaucoup de valeur ajoutée par rapport au fait de tout placer sur le contrôle ex post du juge interne, bien sûr. Mais voilà, je voulais donner ces exemples-là pour bien montrer que l'agilité avec laquelle nous contrôlons l'article 6 et qui tient compte de qui fait quoi, à quel moment et de l'ensemble de ce qui s'est passé dans la procédure interne, c'est une chose. Et à la fin, ça n'est que cela notre rôle. C'est déjà beaucoup parce que nous devons le faire dans 46 États compte tenu des contextes très différents. Et c'est à chaque, je renvoie à la responsabilité partagée qui était le début de mon propos, c'est à chaque État et à ses autorités nationales de recevoir à sa manière, de sorte que le seuil de compatibilité soit atteint et s'il le souhaite, franchi. Voilà. C'est ce que je voulais dire en conclusion. Merci, merci à vous tous. Merci, Monsieur Guillaumard, pour toutes vos interventions. Maintenant, nous avons déjà pris quelques retards et je vais accorder 2 minutes à chacun pour
qu'il passe le message final qu'il a envie de passer. Madame Rouault, vous commencez ? Merci. Bien, alors 1 minute ou deux maximum. Je voudrais simplement revenir sur la transversalité de nombre des problématiques qui ont été évoquées au cours de cette table ronde et de la précédente aussi d'ailleurs. Du reste, la jurisprudence de la Cour de cassation, du Conseil d'État construit un régime commun des pouvoirs d'investigation des autorités administratives à partir de textes qui, parfois, bien qu'étant inspirés ou d'une inspiration commune, sont formulés dans des termes un petit peu variables. Il me semble qu'au regard de certaines des problématiques que nous avons évoquées, notamment celle du cumul de sanctions, particulièrement en cas d'obstacles aux investigations, aussi la question du droit de ne pas s'auto-incriminer à articuler avec l'obligation de coopérer, il serait sans doute intéressant d'essayer d'avoir une vision d'ensemble, une vision transversale et d'apporter des réponses communes plutôt que des réponses en réaction, comme ça a été fait par exemple pour l'autorité de la concurrence lors de la transposition de la directive ECN+, pour régler le cas du cumul de sanctions, qui pour l'AMF est encore en suspens à ma connaissance. Merci, Madame Baranger. Très rapidement, je vais finir sur un étonnement en comparant donc la situation post-Grandet-Stevens en France et en Italie. On est beaucoup en Italie cet après-midi. L'aiguillage, je l'ai exposé tout à l'heure. En revanche, en Italie, je dois dire que post-Grandet-Stevens, après avoir discuté beaucoup avec mes homologues italiens, il ressort très clairement que le principe de la double poursuite est resté dans les textes italiens. Et avec une précision qui indique clairement donc sanctions administratives et judiciaires peuvent être imposées dans le cadre d'abus de marché, et que dans un tel cas, l'autorité qui a sanctionné en second tient compte de la sanction qui a été délivrée en première instance. Donc ça nous rappelle quelque chose. Et au-delà de ce que prévoit la théorie des textes, en Italie, concrètement, on a pu voir un cas d'ailleurs auquel nous avions nous-mêmes contribué. C'était un cas d'initiés d'assez grande ampleur sur lesquels nous avions enquêté en France parce que ces initiés italiens étaient intervenus sur des titres français. Donc nous avions mené les diligences avec notre homologue italien, et notamment les auditions. Et puis, in fine, nous avions collecté, côté AMF, suffisamment de preuves pour pouvoir mettre en cause ces personnes. Mais comme ces personnes étaient dans un cadre plus grand, puisqu'ils étaient aussi intervenus sur beaucoup de titres italiens et qu'il y avait d'autres personnes identifiées en Italie qui étaient aussi connectées à ces personnes, finalement, le collège a souhaité transférer le dossier en Italie. Et donc, la Consob a versé notre dossier dans sa propre procédure et a in fine mis en cause et sanctionné un très grand nombre de personnes, une soixantaine de personnes. Donc voilà, on n'a jamais fait ça, je crois, côté commission des sanctions, et y compris donc des initiés primaires. Et en parallèle, le pénal italien qui était aussi intervenu a de son côté sanctionné aussi les initiés primaires. Donc ces initiés primaires ont été sanctionnés à hauteur d'une sanction pécuniaire assez importante côté Consob, et côté pénal, ils ont reçu une peine de prison avec en plus une sanction pécuniaire d'un montant bien moindre que le régulateur italien. Donc, les recours dans cette affaire sont quasiment épuisés, mais en tout cas, le système italien, à ma connaissance, n'a pas été remis en cause. Et j'ai une deuxième affaire encore plus récente côté italien qui démontre aussi la même situation. Là, c'est cette fois le cas d'un émetteur, une société cotée italienne qui visiblement faisait un petit peu de gonflette au niveau de son chiffre d'affaires, n'est-ce pas, pour pas le dire très trivialement. Et en fait, ces éléments avaient été révélés au passage par un fonds américain qui avait émis un rapport en soulignant qu'il y avait des différentes irrégularités auxquelles il fallait prêter attention. Immédiatement après, le cours s'est effondré et effectivement, post-enquête de la Consob, ils avaient pu constater qu'il y avait eu des malversations importantes.
Conclusion côté Consob, une dizaine de personnes ont été mises en cause, les dirigeants, les membres du conseil d'administration, y compris comité d'audit, les commissaires aux comptes qui avaient signé des opinions sans réserve ni observation, alors que manifestement ils auraient dû savoir, comme on dirait. Que les comptes étaient faux, et côté pénal, de la même façon, les mêmes personnes sont maintenant devant le tribunal en Italie, et la décision est pendante. Donc voilà, une décision CJUE sur le ne bis in idem, deux transpositions extrêmement différentes. Merci beaucoup. Et Maître Spinozzi, pour le mot de la fin. 2 minutes, je lance le chrono. Comme ça, il n'y aura pas de surprise à cet égard. 3 idées. Première idée, la question de la temporalité. Ce qui est très intéressant dans ce phénomène, c'est que c'est le juge qui est en première ligne. Vous l'aurez remarqué, tous les cas qu'on a évoqués, le législateur intervient postérieurement au juge. Nous sommes entrés dans un temps où le droit, sur ces matières-là, en ce qui concerne l'intégration des libertés fondamentales, est essentiellement prétorien. Et donc, c'est le juge qui est aujourd'hui le premier créateur de la norme. Deuxième idée, les résistances. Il y en a toujours. On en a entendu, on vous explique toujours que lorsqu'on intègre plus de libertés fondamentales, eh bien c'est plus compliqué. Ça prend plus de temps, ça demande plus de procédures. Et dans ces conditions, eh bien, certes, c'est bien de garantir la liberté, mais qu'on ne vienne pas se plaindre si ça prend plus de temps ou si les personnes trouvent qu'il y a une insatisfaction ou en tout cas une limitation dans l'efficacité de la répression. L'histoire montre que ça n'est pas le cas. 20 ans d'intégration des libertés fondamentales, et on ne peut pas dire que la répression ait considérablement été entravée en France, tout au contraire. On voit bien qu'on réussit toujours à s'adapter. Et on juge de la même manière, mais avec des garanties renouvelées. Troisième et dernière idée, le problème du droit jurisprudentiel, c'est évidemment la question de l'insécurité juridique. Oui, le droit prétorien est moins sécurisé juridiquement que ne l'est le droit classique tel que nous l'envisagions, issu de la loi. C'est évident. C'est une critique qui est portée évidemment à ceux qui voient dans les libertés fondamentales une porte ouverte au pouvoir des juges. Il faut l'accepter. J'ai commencé mon propos en disant que nous étions aujourd'hui dans un droit qui est le droit du XXIe siècle. Le droit du XXIe siècle est un droit vivant et c'est un droit qui est en constante mobilité. Il faut s'y habituer. Et c'est fini. Voilà. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Donc, nous remercions nos 4 intervenants et nous laissons maintenant la place à Madame la Présidente de l'Autorité des marchés financiers.